Dans un royaume fort ancien, où les tours du château étaient si hautes qu'elles semblaient soutenir les nuages de leur sommet, et où les toits des maisons de la petite ville à ses pieds étaient depuis longtemps recouverts d'une douce mousse verte, la vie s'écoulait, paisible et mesurée. Et dans cette vie, il n'y avait ni grandes angoisses, ni chagrins amers. Et le matin, l'air y sentait le pain frais que les boulangers aux joues roses sortaient déjà des fours, et le foin des prairies lointaines qu'on amenait en ville sur des charrettes grinçantes. Et les seuls sons qui troublaient la quiétude matinale étaient le martèlement régulier du marteau dans la forge, où le bon forgeron ferrait les chevaux du roi, et le doux roucoulement des pigeons sous les toits de tuiles. Le soleil, dans ce royaume, se levait paresseusement, sans se presser. D'abord, il dorait les plus hautes flèches du château, puis inondait lentement de sa chaude lumière les ruelles étroites et pavées. Et alors, les bonnes maîtresses de maison posaient sur leurs fenêtres des pots de géranium écarlates, comme pour sourire au nouveau jour. Le soir, quand de la rivière montait la fraîcheur et le brouillard, les lueurs des bougies s'allumaient l'une après l'autre aux fenêtres. Et l'on aurait dit alors que sur la terre s'étaient allumées ses propres étoiles apprivoisées, chaudes et pas piquantes du tout. Et ce royaume était gouverné par un roi bon, mais déjà vieux et chenu. C'est pourquoi toute la vie dans le château et alentour suivait son cours bien réglé, sans guerre ni bouleversement. Et le temps lui-même, dans ce royaume, semblait sommeiller à l'ombre des tilleuls séculaires qui poussaient près des murs du palais, et personne ne s'en souciait. Et bien au-dessus de toute cette agitation paisible, dans la plus haute tourelle du vieux château, vivait une jeune fille nommée Anya. Elle était discrète et effacée comme un mulot des champs. Ses cheveux étaient simples, châtains, ses yeux gris comme le brouillard matinal sur la rivière, et sa robe faite d'une simple toile tissée à la main. Son métier était à son image, silencieux et doux. Anya s'occupait des pigeons voyageurs du roi. Chacun de ses jours ressemblait au précédent, comme deux galets lisses de rivière. Aux premières lueurs du soleil, elle était déjà sur pied. D'abord, elle nettoyait le pigeonnier, puis versait dans les mangeoires du grain choisi et doré, et remplissait les abreuvoirs d'eau de source fraîche qu'elle allait chercher elle-même dans la cour inférieure. Ses mains, habituées à ce travail délicat, pouvaient calmer le plus craintif des oisillons, le réchauffer de leur chaleur. Et les pigeons la connaissaient, l'aimaient, et se posaient sans crainte sur ses épaules, lui roucoulant à l'oreille leurs secrets d'oiseaux. Anya pouvait rester assise des heures près de la haute fenêtre en ogive de sa tourelle, regardant le monde d'en haut. Et ce monde lui semblait grand et bruyant, mais si infiniment lointain. Et Anya avait son chagrin secret et silencieux. De sa fenêtre, elle voyait la grande cour du château, où chaque jour s'entraînaient les gardes royaux. Et de tout son cœur, elle n'y cherchait qu'un seul homme, le jeune capitaine, grand et à la voix claire. Elle savait comment son armure polie brillait au soleil, comment le vent jouait dans ses cheveux sombres, comment il riait fort et joyeusement avec ses camarades. Mais lui, qui vivait dans un monde de cliquetis d'acier, de commandements sonores et de cris de guerre, ne levait jamais la tête vers son paisible pigeonnier. Pour lui, elle n'était qu'une ombre, une partie du vieux mur du château, rien de plus. Le soir, quand ses pigeons s'endormaient, bercée par sa douce chanson, Anya s'asseyait près de la fenêtre et regardait longuement le ciel qui s'assombrissait. Et quand la première étoile, la plus brillante, s'allumait, elle soupirait tout doucement et commençait à lui parler, comme à la seule amie qui pouvait l'écouter, mais ne pouvait répondre. Au château, Anya était appréciée pour son zèle, mais on la remarquait à peine. Les serviteurs la saluaient lorsqu'ils lui confiaient des lettres pour la poste colombophile, mais personne ne lui demandait jamais à quoi elle pensait ou ce qui troublait son cœur. Et il lui semblait que sa vie, comme cette tour, était visible de tous,
mais que personne n'avait jamais essayé d'y jeter un œil. Mais voilà qu'un jour, la tranquillité du royaume fut troublée. Avec une suite fastueuse, sur des chevaux noirs, dans un carrosse cerclé d'argent, arriva au château une princesse étrangère nommée Zlata. On l'accueillait avec les honneurs, et on lui attribua les meilleurs appartements, les plus lumineux, avec des fenêtres donnant au sud, sur le jardin fleuri. Seulement pour une raison inconnue, avec son arrivée ses pièces devinrent froides, comme si un éternel novembre s'y était installé. Et les fleurs fraîches que les serviteurs apportaient dans des vases de cristal se fanaient en une seule nuit, laissant tomber leurs pétales morts sur les nappes. La princesse elle-même était d'une beauté éblouissante. Mais sa beauté était froide, comme un dessin de givre sur une vitre. Une peau blanche, des yeux sombres comme un gouffre et des lèvres écarlates telles des gouttes de sang figé. Sa beauté était semblable à une fleur de glace parfaite que l'on pouvait admirer, mais qui ne pouvait réchauffer. Personne ne savait en effet que la princesse était en réalité une ancienne sorcière, que sa jeunesse et sa beauté ne se nourrissaient pas de bonne chair ni de doux sommeil, mais de la force vitale d'autrui. Elle voyageait de royaume en royaume, trouvant les personnes les plus fortes, les plus brillantes et pleines de vie, et goutte à goutte, à l'insu de tous, elle buvait leur lumière pour entretenir la sienne. Et ce qui la guidait à travers le monde n'était pas une intention malveillante, mais une peur éternelle, la peur de la vieillesse, la peur de se flétrir, qui s'était depuis longtemps transformée en une faim insatiable et glaciale. Et son monde ne ressemblait en rien à celui d'Anya. Chez Anya, dans le pigeonnier, il faisait chaud grâce au roucoulement et aux plumes douces, et l'air sentait le soleil et le grain. Là, la vie naissait et se fortifiait, mais le monde de Zlata était un monde de miroirs froids, dans lesquels elle ne voyait qu'elle-même. Un monde de soie lourde, sentant les herbes séchées des autres, et d'un silence où il n'y avait pas de repos, mais seulement une attente éternelle et affamée. Lors du banquet de bienvenue, la princesse Zlata gratifia tous les courtisans de sourires radieux, mais son regard, lourd et scrutateur, comme celui d'un marchand à la foire, s'attarda plus longuement sur le capitaine de la garde. Et lui, ce soir-là, riait plus fort que tous les autres, ses joues étaient empourprées et la vie bouillonnait en lui. Anya, qui observait le festin de derrière une haute colonne, sentit soudain un frisson lui parcourir le dos, bien qu'il fît chaud dans la salle à cause des centaines de bougies et du souffle de la multitude. Et voilà que le lendemain, la princesse offrit au capitaine une bague ornée d'une grosse pierre sombre, en disant que c'était un ancien talisman protégeant des blessures au combat. La pierre était noire, comme une nuit sans lune, et ne reflétait pas la lumière, mais semblait l'absorber. Le capitaine, charmé par sa beauté et sa générosité, passa fièrement le cadeau à son doigt. Et à partir de ce jour, il ne quitta plus la princesse, comme une ombre qui suit son maître, et ne la quittait pas des yeux, comme si elle était pour lui à la fois le soleil et la lune. Anya voyait tout cela de sa haute fenêtre, et son cœur se serra d'une douleur aiguë et piquante, mais à cette douleur se mêlait pour la première fois une angoisse froide. Il lui semblait sans cesse que la pierre sombre à la main du capitaine la regardait droit dans les yeux, la regardait comme un œil mauvais et sans vie, et ce regard lui donnait envie de se cacher. Les jours passèrent, puis les semaines, et le capitaine commença à changer. D'abord, il cessa de rire, de son rire sonore et éclatant. Puis le rose quitta ses joues, et ses mouvements perdirent leur légèreté et leur force d'antan. Il était toujours aux côtés de la princesse, accomplissant chacun de ses caprices. Mais il ressemblait maintenant à sa propre ombre pâle. Et la princesse, au contraire, devenait chaque jour plus radieuse et plus belle, comme si elle buvait sa jeunesse et sa force comme on boit de l'eau de source par une chaude journée. Un soir, Anya, ne supportant plus ce supplice, descendit dans la cour. Son cœur était si plein de chagrin que les larmes coulaient d'elles-mêmes de ses yeux. C'est alors qu'elle rencontra la vieille intendante, Martha,
qui servait au château depuis le temps du grand-père du roi actuel et connaissait tous ses secrets et toutes ses histoires. Voyant les yeux pleins de larmes de la jeune fille, la sage vieille femme la prit par la main et l'emmena dans un coin tranquille derrière la vieille écurie. « Ne pleure pas son amour, mon enfant, mais pleure sa vie », murmura-t-elle d'une voix grinçante comme une vieille porte. Cette princesse n'est pas une femme, mais une araignée sous une apparence humaine, qui boit sa force à travers cette bague maudite. Et bientôt, elle l'aura bu jusqu'à la dernière goutte. Une seule chose peut le sauver. Une chemise tissée de fibres d'ortie brûlantes et de duvet de cygne délicat. Seul un tel labeur, arrosé de larmes pures et réchauffé par un amour véritable, pourra briser les sombres sortilèges. Et à cet instant, Agnès cessa de pleurer. Les paroles de la vieille femme ne l'effrayèrent pas, mais au contraire, allumèrent une petite flamme dans son âme. Son chagrin silencieux, qui vivait dans son cœur depuis des années, se transforma en une détermination solide comme l'acier. Et Anya comprit que son amour n'était pas un malheur, mais une tâche à accomplir. Elle s'inclina profondément devant la vieille intendante et, sans dire un mot, retourna à sa tour. Maintenant, elle savait ce qu'elle devait faire. Et le chemin d'Anya ne la mena ni par-delà les hautes montagnes, ni dans les forêts profondes. Son épreuve fut le travail lui-même, et son champ de bataille, son paisible pigeonnier. Elle s'enferma dans sa tourelle comme dans une cellule, confiant le soin de ses oiseaux bien-aimés à un jeune et vif assistant. Sa demeure, qui avait été à la fois sa consolation et sa prison, devait maintenant devenir son atelier et le lieu de son humble exploit. Attendant que le château s'endorme et que la lune solitaire s'allume dans le ciel, Agnès se glissa jusqu'aux douves du château. Là, dans l'ombre humide des vieux murs, poussaient de hautes orties brûlantes. Elle savait qu'elle avait peu de temps, et prenant son courage à deux mains, elle tendit les bras vers les tiges sombres. Mais à peine eut-elle touché la première que des centaines d'aiguilles de feu s'enfoncèrent dans ses paumes. La jeune fille poussa un cri sous l'effet de cette douleur soudaine et cruelle, mais elle continua obstinément à arracher les tiges rêches, et chaque ortie s'enfonçait dans sa peau comme du feu, comme si la plante elle-même ne voulait pas céder sa force pour une œuvre née d'un chagrin humain. De retour dans sa tourelle, Anya pleura amèrement. Elle regardait ses mains brûlées et tremblantes. La peau était devenue rouge et couverte de cloques blanches, et il semblait qu'elle brûlait. La douleur était si intense et la tâche si insurmontable que le désespoir se glissa dans son cœur comme un serpent froid. Elle pensait qu'elle n'y arriverait jamais, qu'elle était trop faible et insignifiante, et que le capitaine était condamné. Elle était prête à tout abandonner et à se contenter de pleurer silencieusement à sa fenêtre. Et voilà que, à travers ses larmes, elle entendit un petit pépiment plaintif. Un des oisillons, le plus petit et le plus maladroit, était tombé du nid et gisait sur le sol froid de pierre, tremblant de peur et de la fraîcheur de la nuit. Et au même instant, Anya oublia sa propre douleur. Il n'y avait plus de place dans son cœur pour le désespoir, seulement pour la pitié. Grimaçant à cause de la brûlure de ses paumes, elle prit délicatement la petite boule frémissante dans ses mains blessées, la réchauffa de son souffle et, montant sur un banc, la remit avec soin dans le nid près de sa mère. L'oisillon se calma aussitôt, se cachant sous l'aile chaude. Et Anya resta debout au milieu de sa tour, les larmes sur ses joues déjà séchées. Et à l'instant où l'oisillon se retrouva dans la chaleur du nid et que son cœur cessa de trembler de peur, la pigeonne mère tourna sa petite tête et regarda Anya. Dans ses petits yeux sombres comme des perles, il n'y avait ni peur ni reproche, mais il y avait une compréhension silencieuse, d'oiseau. Elle roucoula en signe de gratitude, quitta le nid et poussa de son bec vers les mains de la jeune fille, la plus douce, la plus délicate des plumes de sa poitrine, un duvet plus blanc que la première neige et plus léger que la brise d'été.
et il n'y eut pas besoin de mots. Dans le silence qui s'installa, Anya comprit tout soudain. Elle comprit qu'on ne pouvait pas approcher l'ortie brûlante, comme toute créature vivante, avec force et précipitation, qu'on ne pouvait pas essayer de la vaincre. Il fallait de la patience, de la prudence, du respect. Et elle comprit dans le silence du pigeonnier une vérité simple, que la douleur la plus cuisante ne cède pas à la force, mais à une tendresse patiente. Le don magique n'était pas le duvet lui-même, mais la pensée qui l'accompagnait. C'était la sagesse de la nature elle-même, qui lui parlait à travers un simple oiseau. Anya prit délicatement le duvet, et il lui sembla qu'il réchauffait sa paume brûlée. Et c'est alors qu'une deuxième pensée vint, claire comme de l'eau de source. Elle comprit soudain que le duvet de cygne, qu'elle allait ramasser goutte à goutte près de l'étang, n'était pas seulement nécessaire pour la douceur de la chemise, mais aussi pour la guérison, à la fois pour le capitaine et pour ses propres mains. Pour créer un remède pour un autre, il faut d'abord guérir ses propres blessures. La pigeonne, ayant accompli son devoir, retourna tranquillement dans son nid, auprès de ses oisillons. Anya resta seule, au milieu de la tour, mais le désespoir avait disparu sans laisser de traces, comme s'il n'avait jamais existé. Dans son cœur s'alluma une espérance discrète mais solide, semblable à la flamme d'une bougie qu'aucun vent ne peut éteindre. Elle ne pleurait plus. Elle trouva de vieux chiffons doux, enroula soigneusement ses paumes blessées et décida qu'à l'aube, elle essaierait à nouveau. Mais cette fois, d'une manière complètement différente. Et voilà, avec cette nouvelle connaissance dans son cœur et ses mains bandées, Anya retourna aux douves. Maintenant, elle ne luttait plus contre l'ortie, mais semblait négocier avec elle. Elle apprit à tenir la tige à la racine, là où elle brûle moins, et à l'arracher d'un mouvement rapide mais délicat. Et le travail avança. Jour après jour, nuit après nuit, son travail silencieux se poursuivait. Le jour, quand le soleil était haut, elle se rendait à l'étang royal où nageaient des cygnes blancs. Et là, sur la rive, elle ramassait un par un les duvets que les fiers oiseaux laissaient tomber et les mettait dans un petit sac de toile. Et la nuit, à la faible lueur d'une unique bougie, le travail le plus minutieux commençait dans son pigeonnier. Elle malaxait les tiges d'ortie rêche, puis les peignait longuement, séparant les fibres grossières des plus fines, et enfin enfilait sur un vieux fuseau un fil vert, fin mais solide. Une fois, bien après minuit, alors que ses yeux se fermaient de fatigue, elle se piqua le doigt avec le fuseau pointu, et une petite goutte écarlate tomba sur le fil vert. À l'endroit où elle était tombée, le fil se mit soudain à briller d'une lumière douce et chaude, comme s'il avait attrapé une minuscule luciole. Et quand la lumière s'éteignit, le fil à cet endroit devint doux et lisse comme la plus précieuse des soies. Et Anya comprit. Dans ce travail, il fallait mettre non seulement de l'effort et de la patience, mais aussi une partie d'elle-même. Dès lors, elle travailla sans relâche, ne remarquant plus le temps qui passait. Ses doigts devinrent rudes, couverts de callosité, mais elle ne sentait plus la douleur. Elle voyait comment, sous ses mains patientes, la mauvaise herbe brûlante se transformait en un fil docile, et comment le duvet léger y tissait une promesse de chaleur. Et cette petite victoire quotidienne lui donnait plus de force que la nourriture et le sommeil. Parfois, à l'heure la plus profonde de la nuit, la porte de sa tourelle grinçait doucement. C'était la vieille intendante Martha qui venait. Elle me disait rien, posait seulement sur la table une cruche de lait frais et une tranche de pain frais. Et elle restait assise en silence dans un coin, regardant la flamme de la bougie et les mains agiles de la jeune fille. Et ces visites silencieuses étaient pour Anya un plus grand soutien que n'importe quel mot de réconfort,
car dans ce silence, elle sentait qu'elle n'était pas seule. Et voilà que, alors que la chemise d'ortie et de duvet était presque terminée, et qu'il ne restait plus qu'une manche à coudre, la princesse Zelata se méfia de quelque chose. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait, mais elle sentait qu'une force silencieuse et lumineuse s'opposait jour après jour à ces sombres sortilèges, l'empêchant de boire jusqu'au bout la vie du capitaine. Et sa méchanceté devint froide et tranchante comme le vent d'hiver. Une nuit, alors que la lune se cachait derrière les nuages, la sorcière jeta sur le château un mal de sommeil. Ce n'était pas un sommeil ordinaire, mais une torpeur lourde et collante à laquelle on ne pouvait résister. Les gardes s'endormaient à leur poste, laissant tomber leurs lances. Les servantes tombaient par terre au pied des lits de leurs maîtres. Même le cuisinier s'endormit, la tête plongée dans un bol de pâtes. Tout le château sombra dans un silence de mort, contre nature. Ce mal de sommeil atteignit aussi la haute tour. Anya sentit ses paupières devenir soudain de plomb, et le fuseau dans ses mains devint lourd comme une pierre. Et le sommeil la tentait. Il lui murmurait le repos, promettait du répit à ses mains fatiguées et à son cœur tourmenté. Il était si doux, si désirable. Elle faillit céder, laissant tomber le fuseau par terre, et sa tête s'inclinait déjà sur sa poitrine. Mais c'est alors qu'elle entendit un roucoulement doux et inquiet. C'étaient ses pigeons. Sur eux, sur les pures créatures de Dieu, les mauvais sorts n'avaient aucun effet. Ils ne dormaient pas. Et le souvenir d'eux, de son humble troupeau, fut comme une piqûre. Anya prit l'aiguille la plus pointue de son panier et se piqua légèrement le doigt. La douleur vive et réelle chassa la douce somnolence. Pour ne pas se rendormir, elle se mit à fredonner doucement une berceuse, celle que sa mère lui chantait dans son enfance. Et ses pigeons, entendant la voix familière, se mirent à roucouler doucement en réponse. Et sa chanson discrète, se mêlant à leur roucoulement régulier, tissa autour d'elle en voile invisible, un cocon de son discret à travers lequel aucune somnolence, même la plus sombre, ne pouvait passer. C'est ainsi qu'elle travailla toute la nuit, dans son petit monde sonore, pendant que tout le château dormait d'un sommeil de mort. Et au matin, lorsque les premiers rayons de soleil touchèrent les toits et que les charmes de la princesse s'affaiblirent, une chemise terminée reposait sur ses genoux. Il ne restait plus qu'à coudre la dernière manche. Ce matin-là, lorsque le premier rayon de soleil toucha les toits et que le château commença à se réveiller lentement, un murmure inquiet parcourut les couloirs. Le capitaine de la garde était au plus mal. On disait qu'il ne quittait plus son lit, que sa respiration était à peine audible, et que les meilleurs médecins du roi ne faisaient que hausser les épaules, incapables de comprendre la cause du mal. Et Anya, en entendant cela, comprit qu'il n'y avait plus de temps à perdre. De ses doigts tremblants d'émotion, elle cousit la dernière manche à sa chemise d'ortie. Elle ne prit pas le temps de se parer, ni d'imaginer ce qu'elle dirait. Elle ne pensait ni à la peur, ni à son invisibilité. Elle prit seulement la chemise verte et douce, encore chaude de ses mains, la cacha sous son vieux châle et, rassemblant son courage, pour la première fois depuis de longues années, elle quitta sa tour de son plein gré. Elle marchait dans les couloirs retentissants, non pas comme une servante effrayée, mais comme un guérisseur portant le dernier et unique remède. Pour la première fois de sa vie, elle se rendit dans la partie du château où vivaient les nobles seigneurs. Les couloirs y étaient larges, les sols recouverts de tapis moelleux qui étouffaient les pas, mais les murs semblaient froids, et l'air figé et sans vie. Il n'y avait ici ni odeur de pain, ni roucoulement de pigeons. Des gardes se tenaient devant les appartements du capitaine, mais les soldats étaient si somnolents et apathiques après le mal de la nuit qu'ils ne firent que suivre de leurs yeux troubles la jeune fille discrète qui se glissa près d'eux comme une ombre. Anya entr'ouvrit doucement la lourde porte de chêne. La chambre du capitaine était sombre, les épais rideaux de velours étaient tirés, ne laissant pas passer la lumière du matin. L'air était lourd et confiné,
comme dans un caveau. Sur un grand lit à baldaquin, pâle et comme un linge, gisait le capitaine. Ses yeux étaient fermés, et il semblait ne plus respirer du tout. Et dans un grand fauteuil près de la fenêtre, dos à la porte, était assise la princesse Zlata. Elle ne pleurait pas et ne priait pas. Elle était simplement assise, immobile comme une statue, et l'observait avec une satisfaction prédatrice et silencieuse. Elle était si absorbée par la contemplation de la vie qui s'éteignait qu'elle n'entendit ni le grincement de la porte, ni les pas discrets. Elle ne remarqua pas Anya entrer dans la pièce comme une petite souris. Silencieusement comme une petite souris, Anya s'avança vers le lit. Et le bruissement de sa simple robe sur le sol de pierre fit se retourner la princesse. En voyant l'étrange chemise verte dans les mains de la jeune fille, son beau visage se tordit d'une rage froide. Le masque de l'amabilité tomba, et ses yeux brillèrent comme deux charbons ardents. « Que fais-tu ici, Suyon » siffla-t-elle, et sa voix ressemblait au sifflement d'un serpent. « Dehors ! Dehors tant que tu es encore entière !» La princesse se leva avec grâce, barrant à Anya le chemin du lit. Elle était grande, et son ombre recouvrit entièrement Anya. « Il est à moi, dit-elle, et sa voix résonna comme de l'acier. Il m'a choisi, et toi, tu n'es personne, de la poussière sous les pieds. Va-t'en, et peut-être que je te laisserai ta vie insignifiante. » Elle tenta Anya par la peur, elle l'écrasa de sa force, elle lui rappela son éternelle invisibilité. Et un instant, Anya se figea. Sa détermination vacilla sous ce regard glacial. Mais ensuite, elle leva les yeux et regarda au-delà de la sorcière, vers le visage pâle et sans vie du capitaine. Et dans son cœur, il ne resta ni peur, ni ressentiment, ni pensée pour elle-même. Il ne resta que l'amour, qui était devenu maintenant une sollicitude silencieuse. Elle ne se disputa pas avec la sorcière. Au lieu de cela, elle s'inclina profondément, presque jusqu'au sol, et dit doucement : « Vous avez raison, Votre Altesse. Je souhaite seulement accomplir mon devoir et changer la chemise du malade pour une propre. » Et cette simple parole de servante, pleine non pas d'orgueil mais seulement d'humilité, se révéla plus puissante que n'importe quel sortilège de sorcière. La sorcière fut un instant déconcertée. Elle s'attendait à des supplications, des larmes, de la désobéissance, n'importe quoi, mais pas à ce service humble et silencieux. Cet instant suffit. Pendant que la princesse restait perplexe, Anya s'approcha rapidement du lit et, avec précaution, avec tendresse, comme si elle emmaillotait un nouveau-né, elle passa sa chemise au capitaine. Dès que le tissu, tissé d'orties et de larmes, réchauffé par l'amour et le duvet de cygne, toucha sa peau, il s'embrasa d'une douce lumière verte, remplissant la pièce sombre de l'éclat d'une prairie printanière. Et au même instant, la bague à la pierre sombre au doigt du capitaine se brisa avec un craquement sec et se désagrégea en une poussière noire. La princesse Zlata poussa un cri sauvage et perçant. Et ce cri était rempli non pas tant de méchanceté que de douleur et d'impuissance. Sa beauté commença à s'effriter comme du plâtre sec sur un vieux mur, révélant un visage ridé et méchant. Un instant plus tard, à sa place se tenait seulement une vieille femme voûtée et antique, vêtue d'habits riches mais déjà en lambeaux. Et cette vieille femme, maudissant le monde entier, sortit en courant de la chambre, du château, et disparut pour toujours. Et au même instant, comme s'il n'attendait que cela, le soleil, qui se cachait derrière les nuages, trouva une percée. Et un unique rayon, chaud et doré, traversa les rideaux tirés et se posa directement sur le visage du capitaine, remplissant la pièce sombre d'une lumière vivante. Et le capitaine inspira profondément, jusqu'au fond de ses poumons,
comme s'il buvait cet air matinal après un long et terrible sommeil. Et il ouvrit les yeux. Son regard était clair et lucide, sans aucune brume maladive. Il le promena lentement dans la pièce, comme s'il la redécouvrait, et s'arrêta sur Anya, qui se tenait silencieusement près de son lit, des larmes brillant sur ses joues. Et pour la première fois de sa vie, il la vit vraiment. Il ne regardait pas sa robe simple ni ses cheveux châtains, mais il regardait droit dans son âme. Et dans ses yeux gris comme le brouillard matinal, il vit les longues nuits sans sommeil, la douleur des mains brûlées et le courage désespéré de son cœur aimant. Il tendit lentement sa main, encore faible, et toucha sa paume. Cette même paume qui était couverte de petites cicatrices, déjà en voie de guérison, laissées par l'ortie brûlante. Il caressa délicatement ces cicatrices avec ses doigts. « Merci », dit-il simplement et doucement. Et dans ce seul mot, dans ce simple contact, il y avait tout pour Anya. Elle ne se sentait plus invisible. Et dans son regard reconnaissant, elle vit son propre reflet, non pas comme une ombre pâle dans une vitre, mais comme la jeune fille la plus nécessaire et la plus importante du monde entier. Sa longue et silencieuse douleur d'un amour non partagé s'en alla, car l'amour, devenu un exploit, cessa d'être une douleur et se transforma en une force douce et lumineuse. Quelques jours passèrent. Le capitaine reprit des forces et marchait déjà dans le château. Et la première chose qu'il fit fut de monter le haut escalier en colimaçon jusqu'au pigeonnier. Anya était en train de nourrir les oiseaux, et les pigeons roucoulaient en tournoyant autour d'elle. Il ne prononça pas de grands mots, n'expliqua rien. Il s'assit simplement sur le banc de bois à côté d'Anya, et regarda longuement, en silence, comment elle versait de sa main blessée du grain dans les mangeoires. Et dans ce silence, il y avait plus de compréhension et de tendresse que dans les déclarations les plus ardentes. Quant à la princesse étrangère, on l'oublia bientôt au château, comme si elle n'avait jamais existé. Ses robes somptueuses restèrent suspendues dans les appartements froids, mais personne n'osait y toucher, et avec le temps, les serviteurs les brûlèrent simplement, pour chasser le dernier esprit de sa présence. On raconta plus tard qu'une vieille femme décrépite et voûtée était partie en direction des marais moussus, d'où personne n'était jamais revenu. Et personne ne la poursuivit ni ne la chercha pour la punir. Le mal n'exigeait ni jugement ni vengeance. Il était simplement parti, ne laissant derrière lui qu'un mauvais souvenir, comme celui d'un hiver long et froid qui s'était enfin terminé. Anya n'eut pas besoin de rentrer chez elle. Elle y était déjà, dans sa haute tour. Mais sa place dans cette maison avait changé. Maintenant, quand elle descendait dans la cour pour chercher de l'eau, les serviteurs et les gardes ne se contentaient pas de lui faire un signe de tête, mais la regardaient avec un respect silencieux. La vieille intendante Martha, en la rencontrant, ne l'emmenait plus à l'écart, mais hochait la tête d'un air approbateur et souriait avec bienveillance dans ses rides. Anya cessa d'être une ombre. Elle continuait de s'occuper de ses pigeons, mais maintenant tout le monde au château savait que dans les mains tranquilles de cette simple jeune fille vivait une force plus solide que les épées et les armures. Un jour, le capitaine vint de nouveau la voir au pigeonnier. Il regarda longuement en silence comment elle soignait l'aile d'une pigeonne qui s'était battue avec un faucon, et avec quelle tendresse et assurance ses doigts bougeaient. Puis il demanda doucement « Apprends-moi, je veux les comprendre comme toi. » Et Anya, souriant, puisa dans le sac une poignée de grains dorés et la déposa dans sa grande et forte paume, habituée à tenir la lourde garde d'une épée. Et lui, qui auparavant ne regardait que devant lui, sur le champ de bataille ou sur les côtés vers ses soldats, se tenait maintenant là et regardait vers le haut, vers son monde paisible sous le toit. Il regardait les oiseaux tournoyer, écoutait leur roucoulement paisible et, pour la première fois de sa vie bruyante, il trouvait dans ce silence un véritable repos. C'était ainsi que l'œuvre du monde, l'un bruyant, fait d'acier et d'ordre, et l'autre silencieux, fait de roucoulement et de tendresse, se rencontrèrent enfin et ne firent plus qu'un.
Beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Le printemps a remplacé l'hiver, et après le printemps est venu l'été chaud. Et voilà qu'un jour, le capitaine de la garde prit pour épouse la discrète colombophile Anya. Et à leur mariage, tout le château fit la fête, du vieux roi jusqu'au plus jeune marmiton. Il n'y eut à ce banquet ni discours pompeux, ni serments retentissants, mais seulement une joie douce et lumineuse. Le bon roi, voyant leur bonheur, leur offrit une petite maison confortable, avec un jardin au bord de la rivière et un nouveau pigeonnier, le plus beau de tout le royaume, avec des fenêtres sculptées et un toit de tuiles. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il ne chercha plus la gloire bruyante sur les champs de bataille, mais trouva sa plus grande joie dans les soirées tranquilles auprès de sa femme, dans son sourire serein et dans le roucoulement paisible des oiseaux. Et elle ne se sentit plus jamais seule et invisible, car son silence était désormais rempli d'amour et de compréhension. Et leur amour ressemblait à cette fameuse chemise, tissée de la douleur surmontée et du soin le plus tendre. Elle les réchauffa jusqu'à leur plus grand âge. Et depuis lors, les gens du pays racontent que dans ce royaume, l'ortie ne brûle plus personne, mais ne fait que chatouiller gentiment les mains. Et les cygnes, chaque année au printemps, laissent sur la rive de l'étang leur duvet le plus doux, le plus blanc, en souvenir de la jeune fille discrète, dont l'amour silencieux s'est avéré plus fort que les plus sombres sortilèges, et dont les bonnes mains ont appris à tous que la véritable force ne réside pas dans les grands mots, mais dans un cœur patient. Et voilà, le conte est terminé, et celui qui a écouté est bien avisé. Il est temps pour toi aussi de fermer les yeux et de te reposer. Il y avait autrefois des gens dans un royaume dont il ne reste aujourd'hui plus aucune légende. Et ce royaume était niché entre des collines assoupies, qui somnolaient éternellement sous une couverture de brume, et des montagnes sévères qui soutenaient le ciel même de leurs cimes chenues. Et dans ce royaume se trouvait une petite ville, réputée pour ses artisans. La vie y coulait aussi paisiblement et lentement qu'un ruisseau sur des pierres lisses, connaissant d'avance chacun de ses méandres. Au premier chant du coq, les boulangers se réveillaient, et une odeur de pain doré flottait dans les ruelles. Le jour, dans leurs ateliers lumineux, les tisserands tissaient des toiles, lisses et solides, et jusqu'à tard le soir, les marteaux résonnaient dans les forges, façonnant le fer robuste. Et ce royaume était gouverné par un roi, bon, mais déjà chenu et vieux. Et il n'avait qu'un seul et unique chagrin, qui jetait une ombre sur son cœur, sa fille bien-aimée. C'est dans cette même petite ville, Dans sa ruelle la plus tranquille, où les vieux pavés étaient polis jusqu'à briller par des milliers de pas, que se trouvait un minuscule atelier. Aucune enseigne n'était suspendue au-dessus de sa porte, et seul un mince filet de fumée, qui s'échappait parfois de la cheminée, indiquait qu'une vie y palpitait. Et dans cet atelier vivait un cordonnier nommé Jacob. C'était un homme qui n'était plus jeune, silencieux et lent. Depuis sa jeunesse, il boitait d'une jambe, et c'est pourquoi il marchait toujours lentement, la tête légèrement penchée, comme s'il écoutait la terre même. Son visage était sillonné de rides, comme un vieux cuir de bonne qualité qui aurait été travaillé pendant de longues années, et dans ses yeux gris et profonds se reflétait plus souvent la tristesse que la joie. Le jour, Jacob était assis près de son unique fenêtre, qui donnait sur une ruelle tranquille, et réparait les vieilles chaussures que les habitants lui apportaient de temps en temps. Il travaillait en silence, sans chantonner de chansons comme les autres artisans, et les seuls bruits dans sa petite pièce étaient le grincement régulier de la laine qui pénétrait le cuir souple et le bruit sourd et léger de son petit marteau. Il sortait rarement dans la rue, et s'il sortait pour aller chercher de l'eau ou du pain, il s'efforçait de rester dans l'ombre pour que personne ne lui prête une attention superflue, ne lui demande rien. mais la vraie vie du cordonnier Jacob commençait au cœur de la nuit. Quand la ville s'endormait, couverte d'une obscurité bleue, il prenait son sac de toile avec ses outils et silencieusement comme une souris sortait dans la rue. Il parcourait les ruelles les plus pauvres,
où sur le seuil des maisons se trouvaient des souliers usés, troués, laissés pour la nuit. Jacob les ramassait avec soin et les emportait chez lui. Et jusqu'à l'aube, il rapiéçait ses chaussures, posait de nouvelles semelles, recousait les coutures défaites. Et il le faisait avec un tel amour silencieux, avec un tel soin dans ses paumes rugueuses, que les chaussures devenaient non seulement solides, mais meilleures et plus belles que neuves. Avant de s'endormir, alors que les premiers rayons du soleil doraient déjà les toits, il regardait ses mains et soupirait doucement. Et il soupirait si lourdement que même le vieux grillon derrière le poêle se taisait un instant, à l'écoute de sa peine silencieuse. Car il savait que le lendemain, personne ne le remercierait. Et les gens de la ville, en trouvant le matin sur leur seuil leurs souliers réparés, ne cessaient de s'émerveiller. Ils remerciaient la bonne fortune, ou des saints inconnus pour un tel miracle. La renommée des souliers miraculeux, qui ne connaissaient pas l'usure, grandissait et se renforçait. Et le chef de la guilde des cordonniers, le riche et fier maître Otto, en écoutant ses récits sur la place du marché, se contentait de ricaner dans sa moustache fournie, prenant l'admiration des autres comme un dû. Il se considérait en effet comme le meilleur artisan de tout le royaume. Et voilà qu'un jour, le cours paisible de la vie dans la petite ville fut troublé. Dans la rue principale, faisant résonner les fers de son cheval sur les pavés, un héros royal passa au galop sur son cheval de jet. Il s'arrêta sur la place du marché, où il y avait toujours foule, et sonna de sa trompette de cuivre si fort que le son se propagea dans toutes les ruelles, jetant même un œil par la fenêtre tranquille de Jacob. Et quand le vacarme cessa, le héros déroula un parchemin et lut le décret royal. Il disait que la princesse Isolde, fille unique du roi, était tombée malade d'une mélancolie inconnue, et un tel poids s'était abattu sur son âme que ses jambes étaient devenues comme du plomb, et elle ne pouvait même pas faire 10 pas dans ses appartements. Et voilà que le vieux roi promettait la moitié de son royaume et la main de sa fille à l'artisan habile qui lui confectionnerait des souliers permettant de marcher jusqu'au bout du monde sans s'ensanglanter les pieds. Jacob entendit chaque mot depuis sa fenêtre, et son cœur se serra non pas à la promesse de la récompense, mais d'une amère pitié pour la princesse. Il savait, mieux que quiconque, ce que sont des jambes lourdes et désobéissantes. Dans son âme, une pensée timide traversa un instant son esprit. Je pourrais l'aider, mais il la chassa aussitôt comme une mouche importune. Comment pourrait-il, lui, cordonnier boiteux et pauvre, rivaliser avec les meilleurs artisans de tout le royaume? Et sur la place, la voix de maître Otto tonnait déjà. Il s'avança, s'inclina devant le héros, et annonça à qui voulait l'entendre qu'il relevait le défi royal. Il se vanta qu'il commanderait pour les souliers le cuir le plus fin d'outre-mer, et qu'il les ornerait de pierres précieuses plus brillantes que la rosée du matin. Toute la ville se mit aussitôt à bourdonner comme une ruche dérangée. Tout le monde ne parlait que du grand maître qu'était Otto, et qu'il sauverait certainement la princesse. Et Jacob, dans son atelier tranquille, se sentait encore plus seul et invisible qu'auparavant. Ce soir-là, quand le crépuscule tomba sur la ville, Jacob était assis à son travail, mais le cœur n'y était pas. Il ne cessait de penser à la triste princesse. Il l'imaginait, assise seule dans ses appartements de soie, regardant par la fenêtre qu'elle ne pouvait même pas approcher. Et à cet instant précis, il comprit soudain que son don n'était pas un trésor à cacher, mais une clé qui pouvait ouvrir la tristesse d'autrui. Cacher son talent alors que quelqu'un souffrait tant, c'était presque la même chose que de faire le mal. Et il décida qu'il devait au moins essayer. Non pas pour la moitié du royaume, ni pour la gloire, mais simplement par compassion pour une jeune fille dont les jambes étaient alourdies par le chagrin. Et le chemin de Jacob ne commença pas sur la route poussiéreuse qui menait au château, mais là, dans son atelier tranquille et exigu. Il sortit de sa modeste réserve le meilleur morceau de cuir qu'il possédait, lisse et doux comme du velours. Il prit les fils de lin les plus solides, cirés jusqu'à briller, et son haleine la plus aiguisée. Et Jacob se mit au travail. Il travailla 3 jours et 3 nuits, ne connaissant presque pas le sommeil. Le jour,
le soleil qui regardait par la fenêtre l'aidait, et la nuit, il allumait son unique lampe à huile, et sa petite flamme dansait sur les murs, comme si elle était vivante. Il mit dans ce travail tout son savoir-faire, tout ce qu'il avait appris au cours de ces longues années. Chaque point était régulier, chaque courbe était parfaite. Et voilà qu'au terme du 3e jour, les souliers étaient prêts. Ils étaient magnifiques, si bien faits et si solides que n'importe quel artisan les aurait enviés. Beaux, élégants, ils reposaient sur son établi, et les rayons du soleil couchant jouaient sur leur surface lisse. Mais Jacob les prit dans ses mains et son cœur se glaça. Il sentait leur poids, leur forme impeccable, mais il n'y sentait pas de vie. Il n'y avait pas de miracle en eux. C'étaient simplement de très, très bons souliers. Mais ils ne pouvaient pas guérir la tristesse et emporter leur propriétaire au bout du monde. Ils n'avaient pas cette légèreté inconnue, cette joie silencieuse qui apparaissait mystérieusement dans les chaussures usées qu'il réparait pour les pauvres la nuit. Jacob s'assit sur son vieux banc et laissa tomber sa tête dans ses mains. Une telle amertume et un tel désespoir emplirent son âme que les murs de son atelier semblèrent se rétrécir. Il se sentit vieux, stupide et inutile. Il avait dépensé son dernier argent pour ce cuir coûteux. Il n'avait pas dormi pendant 3 nuits. Il avait mis tout son espoir dans ce travail, et tout cela pour rien. Le désespoir était si fort et si froid qu'il décida, le matin dès son réveil, il jetterait ses souliers sans âme dans le fourneau, les brûlerait jusqu'à la cendre et oublierait pour toujours sa folle entreprise. Et à cet instant précis, on frappa à sa porte. Un coup léger, presque inaudible. Jacob leva la tête, ne comprenant pas qui pouvait venir le voir à une heure si tardive. Il ouvrit la porte. Sur le seuil se tenait une vieille mendiante, voûtée, pliée en 2, vêtue de haillons sombres. Elle ne demandait ni argent ni nourriture. Elle leva seulement sur lui ses yeux délavés et demanda d'une voix faible et grinçante « Brave homme, laisse-moi me réchauffer près de ton foyer. Mes pieds sont complètement gelés. » Jacob, oubliant sur le champ son propre chagrin, s'écarta en silence pour la laisser entrer. Il la fit asseoir sur son banc, plus près du feu mourant, lui versa dans une tasse une décoction chaude d'herbe des bois et lui donna le dernier morceau de pain qu'il gardait pour son petit déjeuner. La vieille femme accepta l'offrande de ses mains tremblantes, et ce n'est qu'alors que Jacob vit ses pieds nus, bleus de froid. Et lui, sans réfléchir une seconde, prit sur l'établi ces mêmes souliers qu'il avait faits pour la princesse et les tendit à la vieille femme. « Ils ne sont pas magiques, » dit-il doucement, « mais tes pieds y seront plus au chaud. » Il lui donna les souliers aussi simplement que s'il lui donnait une tasse d'eau, car à cet instant, son besoin était plus grand que son rêve. Et cette vieille femme prit les souliers, s'assit sur le banc et les enfila lentement sur ses pieds fatigués et gelés. Et dès que le cuir lisse toucha sa peau, les souliers lui allèrent parfaitement, comme s'ils avaient été faits pour elle seule. Elle se leva, et au même instant, son dos, courbé par les années et la misère, se redressa. Elle releva la tête, et les rides de son visage semblèrent s'estomper, tandis que ses yeux, auparavant ternes, se mirent à briller d'une lumière profonde et sage. Elle ne se transforma pas en une jeune fée aux vêtements étincelants, non. Toute sa décrépitude et sa pauvreté disparurent simplement, comme si elle n'avait jamais existé, et devant un Jacob stupéfait, se tenait une femme digne et imposante, calme et majestueuse, semblable à la maîtresse d'une forêt ancienne. Et sa voix devint profonde et claire, sans le grincement d'auparavant. « Tu as donné ton dernier bien, brave homme, sans rien demander en retour et sans savoir qui j'étais, dit-elle. Ton cœur est pur. Et maintenant, dis-moi, cordonnier, pourquoi dans ces souliers que tu m'as donnés, n'y a-t-il pas de miracle, alors que dans ces chaussures trouées que tu rapièces pour les pauvres, il y en a un. » Jacob la regardait, et dans sa tête, pour la première fois depuis de longues années, tout devint clair et lumineux. Il réfléchit à ces paroles
écoutant moins ces mots que sa propre âme. Et la réponse lui vint d'elle-même, simple et évidente, comme la respiration. Probablement parce que, murmura-t-il doucement, je répare ces chaussures par pure compassion, sans désirer ni gloire ni gratitude, alors que celles-ci, je les ai faites par orgueil, voulant prouver au monde entier et à moi-même que je valais quelque chose. Et pour la laine, prends celle qui te vient de ton père, car elle se souvient de la chaleur des mains familiales et du travail honnête. Sur ces mots, elle s'inclina devant Jacob, simplement et avec dignité, et franchit la porte. Le cordonnier, sortant de sa torpeur, se précipita vers la fenêtre pour voir où elle était allée. Mais dans la ruelle tranquille, baignée de clair de lune, il n'y avait âme qui vive. Seul sur le seuil de son atelier, là où l'invité venait de se tenir, se trouvaient 2 grandes pièces d'or, qui brillaient faiblement sur les vieilles pierres. Jacob les ramassa. Elles étaient lourdes et chaudes, et dans son cœur, encore récemment plein de désespoir, une petite flamme d'espoir, mais régulière et chaude, se ralluma. Et le lendemain, Jacob se réveilla avec les premiers rayons du soleil, et son âme était calme et lumineuse. Il prit l'une des pièces d'or, s'acheta du pain simple et du fromage au marché pour reprendre des forces, et garda la seconde pièce. Lorsque la nuit tomba sur la ville, et que la pleine lune, telle une soucoupe d'argent, fut suspendue dans le ciel sombre, Jacob prit un fuseau et se rendit au vieux pont de pierre à l'extérieur de la ville. Là, dans les recoins, de grosses araignées s'installaient toujours. Il attendit que la lumière de la lune devienne si vive que chaque brin d'herbe projetait une ombre, et il vit la toile d'araignée briller et scintiller. Il ne la déchira pas, mais avec précaution, avec une grande patience, fil après fil, il enroula sur son fuseau les plus fins fils d'argent qui avaient été tissés sans hâte ni agitation. De retour à son atelier, il réfléchit au cuir. Et c'est alors qu'il se souvint d'un vieux pèlerin qui avait traversé leur ville 1 an auparavant. Jacob avait alors réparé gratuitement ses bottes abîmées par la route, et le pèlerin, en remerciement, lui avait laissé sa vieille besace de voyage usée, en disant « Je n'ai rien d'autre, mais qu'elle te serve ». Jacob trouva cette besace dans un coin reculé. Le cuir en était dur comme de l'écorce d'arbre, et tout craquelé par le soleil et les pluies. Mais le cordonnier ne désespéra pas. Il apporta de l'eau pure et froide d'une source de la forêt et lava le vieux cuir. Puis il le pétrit longuement dans ses mains, le réchauffant de sa propre chaleur, jusqu'à ce qu'il devienne doux et souple, comme s'il était vivant. Et enfin, il sortit de la boîte de son père la vieille haleine. Son manche était lisse et sombre, polie par la paume de son père, et Jacob, en la prenant en main, sentit une chaleur familière et chère. Et voilà que, lorsque les 3 trésors furent devant lui, Jacob se mit au travail. Et au même instant, il sentit le miracle entrer dans ses mains. Le fil de lune se plaçait de lui-même dans les points, régulièrement et sans heurts, comme s'il connaissait son chemin. Le cuir du vieux pèlerin respirait sous ses doigts, devenant de plus en plus doux et docile. Et la laine de son père ne grinçait pas, mais chantait dans ses mains une chanson douce et à peine audible sur le travail honnête. Il ne travaillait pas avec ses mains, mais avec son cœur, et chaque point n'était pas seulement un point, mais un chant silencieux de compassion. Il ne sentait ni la faim, ni la fatigue, seulement la joie lumineuse et sereine de la création, qui remplissait son petit atelier jusqu'au plafond. Pendant encore 3 jours et 3 nuits, il travailla. Et quand le travail fut terminé, sur son établi reposaient des souliers comme le monde n'en avait jamais vu. Ils étaient d'apparence très simple, sans une seule pierre, sans un seul motif. Mais ils semblaient luire de l'intérieur d'une douce lumière nacrée, et étaient si légers que si une brise était entrée par la fenêtre, elle les aurait sans doute emportés avec elle, comme 2 feuilles d'automne. Jacob les prit dans ses mains et comprit. Voilà, le vrai miracle. Il les enveloppa soigneusement dans un morceau de toile blanche et propre, et,
S'appuyant sur son fidèle bâton, pour la première fois sans peur ni doute, il sortit dans la rue et marcha lentement sur la route menant au château royal. Et dans la salle du trône, c'était bruyant et bondé comme un jour de foire. Courtisans en velours et en soie, riches marchands et maîtres artisans renommés, tous s'étaient rassemblés pour assister au concours. Et voilà que Maître Otto, fier et pompeux, s'avança au centre de la salle. Des serviteurs apportèrent sur un coussin de satin sa création. Des souliers de cuir, blancs comme neige, parsemés de diamants si petits et si brillants qu'ils éblouissaient les yeux et projetaient sur les murs des centaines de reflets arc-en-ciel. Un soupir d'admiration parcourut la salle, et c'est alors que les gardes laissèrent entrer Jacob dans la salle. Il s'avança lentement, boitant et s'appuyant sur son bâton, vêtu de son simple cafetan rapiécé. Lorsqu'il s'arrêta et déroula son modeste paquet de toile, un léger rire parcourut la salle comme un bruissement de feuilles sèches. À côté du luxe éclatant d'Otto, ses simples souliers semblaient misérables et insignifiants. Le roi fronça les sourcils, et Maître Otto, s'approchant tout près de Jacob, lui siffla à l'oreille, comme un serpent. « Va-t'en, vieil homme, ne déshonore pas notre guilde. Tiens, prends cette bourse d'or, elle te suffira jusqu'à la fin de tes jours. Prends-la et pars, et que je ne te revoie plus. » Et il fourra dans la main de Jacob un lourd sachet tintant. Le cordonnier avait le choix. Prendre l'argent, retourner dans son atelier tranquille et vivre le reste de sa vie dans l'aisance et l'anonymat habituels, ou tenir bon jusqu'au bout et donner une chance à sa création. Mais Jacob ne jeta même pas un regard sur l'or. Il laissa tomber la bourse de sa main, et celle-ci tomba sur le sol de pierre avec un bruit sourd. Il regarda au-delà d'Otto, au-delà du roi, droit vers la princesse. Elle était assise dans son haut fauteuil, pâle et indifférente comme une poupée de cire, et ses yeux n'exprimaient rien. Et alors Jacob s'inclina et dit d'une voix douce mais claire, qui résonna dans toute la salle silencieuse, « Votre Majesté, je n'ai pas apporté ces souliers pour concourir. Je les ai apportés parce que je sais ce que sont des pieds fatigués et douloureux, et combien le cœur est lourd quand on n'a pas la force de marcher. Je vous en prie, essayez-les simplement. » Il ne parlait ni au roi ni aux courtisans, il parlait directement au cœur de sa tristesse, et c'est pourquoi il fut entendu. La princesse le regarda longuement, et dans ses yeux vides, une lueur d'intérêt brilla pour la première fois. Elle hocha la tête presque imperceptiblement. Une servante lui chaussa d'abord les souliers éblouissants d'Otto. Ils étaient rigides et froids comme de la glace, et la princesse ne fit que grimacer. Puis la servante les lui retira et chaussa délicatement ses pieds des simples souliers de Jacob. Et dès que le cuir doux toucha sa peau, la princesse prit une profonde inspiration, comme si elle se réveillait d'un long et lourd sommeil. Elle posa les pieds sur le sol, elle se leva, facilement, sans le moindre effort. Elle fit un pas hésitant, puis un deuxième, et puis soudain elle se mit à tournoyer dans la salle, légère et aérienne comme un papillon. Et sur son visage pâle s'épanouit le premier sourire heureux et lumineux depuis de nombreux mois. Le miracle s'était accompli, mais il n'était pas né de la magie, mais d'une sollicitude sincère et désintéressée, qui s'était avérée plus forte que toute mélancolie. Et la princesse, en riant, courut vers la haute fenêtre en ogive, qui était fermée depuis de nombreux mois, et l'ouvrit en grand. Et dans la salle du trône, auparavant étouffante et sombre, un vent frais s'engouffra, sentant l'herbe et le soleil. Et avec le vent, une vive lumière du soleil inonda la salle, et tout le monde eut soudain l'impression que le velours sur les murs était devenu plus éclatant, l'or sur les colonnes plus pur, et le monde autour plus bon et plus lumineux. Et le rire de la princesse se répandit dans tout le château comme une clochette d'argent, chassant la vieille tristesse. Maître Otto se tenait au milieu de la salle, rouge de honte et de colère, n'osant pas lever les yeux. Le vieux roi le regarda d'un long regard sage et ne le fit ni exécuter, ni jeter au cachot.
Il lui ordonna seulement d'ôter la lourde chaîne d'or de chef de la guilde des cordonniers et de la donner à Jacob. Et il ordonna à Otto lui-même de travailler pendant 1 an comme apprenti dans l'atelier de Jacob, pour apprendre non seulement le métier des mains, mais aussi l'humilité du cœur. Alors le roi se tourna vers Jacob et dit, comme il l'avait promis, « Tu as guéri ma fille, et je te donne la moitié de mon royaume et la main de la princesse. » Jacob s'inclina profondément et répondit de sa voix douce qu'il ne cherchait ni richesse ni pouvoir, et que sa place était dans son petit atelier. Mais la princesse Isolde s'approcha elle-même de lui, prit sa main rugueuse et calleuse et dit, de manière à ce que tous l'entendent, « Je n'ai pas besoin d'un souverain père, j'ai besoin d'un ami fidèle au cœur bon, dont la sagesse est plus précieuse que tout l'or du monde. » Et Jacob resta au château. Il ne devint ni prince ni grand seigneur, non. Il devint le principal conseiller du roi et l'ami le plus proche de la princesse, l'homme le plus respecté de tout le royaume. Et Jacob ne se cacha plus jamais dans l'ombre. Il marchait dans les vastes salles du château et dans les ruelles de sa ville natale la tête haute. Et son boitement ne lui semblait plus être une difformité ou une punition, mais seulement un doux rappel du long et difficile chemin qu'il avait parcouru, de l'anonymat au respect. La douleur de la bonté inaperçue disparut pour toujours, parce que sa bonté fut enfin vue, et son cœur silencieux entendu. Et Jacob et la princesse vécurent une vie longue et heureuse, et la paix et la justice régnèrent dans le royaume pendant de nombreuses années. Et depuis ce temps-là, un proverbe est né parmi le peuple, que les anciens racontent encore aujourd'hui à leurs petits-enfants. On peut orner un soulier d'un diamant, mais seule la main bienveillante d'un artisan peut rendre la route légère. Et les gens retinrent fermement que le plus grand et le plus vrai des miracles ne se cache pas dans les trésors royaux, ni dans les palais somptueux. Il naît dans les modestes ateliers et les pièces tranquilles, là où le travail honnête s'unit à un cœur bon et compatissant. Car ainsi est fait le monde. La gloire bruyante s'efface avec le temps, comme la dorure, mais la bonté silencieuse reste à jamais dans la mémoire des hommes, comme un motif gravé dans la pierre. Et en ce monde, tout est payé selon ses mérites. Celui qui a mérité quelque chose le recevra en son temps. Et c'est la fin du conte, et bravo à celui qui a écouté. Il est temps pour toi aussi de fermer les yeux et de te reposer.